une question qui est une de celles qui sont à l'origine du Forum de Paris sur la paix, qui existe depuis 2018 et que nous avons co-créé avec le président de la République française. 2018, c'était le centenaire de l'armistice de la Première Guerre mondiale, donc il fallait forcément se souvenir. Il fallait aussi penser à l'avenir et à ce que doit être la paix dans l'avenir, et aux raisons pour lesquelles aujourd'hui les tensions, les divisions se multiplient entre acteurs classiques de la coopération internationale qui sont des États-nations souverains, dont les 200 acteurs qui, jusqu'à présent, avaient le monopole de la relation internationale, des discussions internationales, des coalitions, des traités, des institutions. Et notre sentiment est que ceci ne suffit plus, ça ne marche pas bien. Il y a des tas de problèmes globaux en matière d'environnement, de santé, de culture, de développement, d'inclusion sociale, d'inégalité, qui ne sont pas résolus et qui le sont probablement moins bien qu'avant, alors que la globalisation continue à habiter ce monde. Et donc l'idée, c'est d'impliquer dans la coopération internationale, de manière concrète, avec des projets pour obtenir des résultats, des impacts, d'autres acteurs que ces acteurs étatiques, dont les ONG, mais pas seulement. Aussi des grandes entreprises qui sont plus sensibles qu'avant à ces grandes questions et qui ont compris probablement qu'il est quand même davantage de leur intérêt d'investir. Des entités publiques non étatiques, des villes, des régions, des grandes institutions académiques, américaines, chinoises, européennes, voilà. Et donc, l'idée, c'est de passer du multilatéralisme, qui est la formule classique, à ce que nous appelons, nous, le polylatéralisme, c'est-à-dire des coalitions basées sur des projets que nous aidons à naître et ensuite à se développer. Donc, c'est très concret. Notre idée, c'est que ces grands problèmes doivent être en quelque sorte coupés en rondelles, mis entre les mains de gens qui ont envie d'avoir des résultats, et que c'est comme ça que ça avancera mieux que dans la grande diplomatie classique dont on parle toujours sur telle ou telle tribune internationale. Je crois que ce sont deux manières de faire différentes. Les dirigeants, en tout cas dans la démocratie, et puis si ce n'est pas des démocraties, ce que les gens pensent, ça compte quand même, eux, ils ont besoin de l'appui de leur population. Ils ont besoin d'être élus. Ils exercent un pouvoir qui correspond à celui de leur population. Le secteur des ONG, de la philanthropie, de l'engagement est beaucoup plus désintéressé. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles, je pense qu'il faut s'appuyer davantage sur les ONG, et deux, c'est aussi une des raisons pour lesquelles les interlocuteurs principaux que nous avons, par exemple au Forum de Paris sur la paix, ce sont des jeunes. Nous avons tous, en tout cas dans les démocraties, on a un bulletin de vote, et je suis parfois un peu préoccupé que les jeunes ne s'en servent pas assez, parce que ça, c'est comme ça qu'on décide politiquement. Par ailleurs, il est vrai qu'ils sont disposés à s'engager dans des causes, soit locales, soit globales, et encore une fois qu'il y a là une réserve d'énergie, je le crois, disponible pour la coopération internationale, et sur laquelle il faut s'appuyer davantage que par le passé. Je crois que le Covid va laisser des traces profondes, car il aura accentué des divisions, et dont certaines sont des fractures, et notamment cette fracture vaccinale dans laquelle nous sommes pour l'instant, avec une disproportion considérable entre les pays qui sont vaccinés à 70% et ceux qui ne le sont pas à 7%. Et donc, je crains, je ne suis pas d'un naturel pessimiste, mais je crains que, aussi longtemps que cette fracture subsistera, et pour l'instant, on est parti sur quelque chose de l'ordre 1 an, 2 ans, 3 ans, si on ne va pas plus vite à vacciner une grande partie de ce monde, alors la planète continuera à ne reprendre économiquement que lentement. Je pense à un secteur comme le tourisme, par exemple, qui
fait 10% de l'économie mondiale et qui est toujours encalaminé dans la plupart des pays parce que, dans beaucoup de cas, et notamment chez les pays les plus pauvres, il repose sur les voyages internationaux. Si c'est l'Europe ou les États-Unis, c'est moins grave parce que les gens ils partent pas à l'étranger et ils consomment des services touristiques, ils voyagent, ils s'installent chez eux. Alors qu'avant, ils le faisaient à l'étranger. Et si vous êtes la Barbade ou la Tanzanie ou même la Thaïlande, vous dérouillez considérablement plus. Donc tout ça pour dire que aujourd'hui, le Covid aura davantage fracturé ce monde qu'il ne l'aura uni. Il y a eu un moment d'union quand il s'est agi de trouver un vaccin, parce que les scientifiques se fichent des frontières et des instructions qu'ils reçoivent de leur gouvernement, parce que ce sont des scientifiques. On a formidablement réussi à trouver un vaccin, et même 200 vaccins en un an. Et ça c'est un trait de la globalisation actuelle, manifestement, un fichu, d'abord de le produire dans des volumes suffisants, c'est vrai que ça pose des problèmes techniques compliqués, et surtout de le partager, et ça c'est un problème politique et pas technique. Bien sûr, d'abord il faut le penser, il faut l'imaginer, il faut y travailler. Je crois qu'il y a globalement, si vous regardez les taux d'éducation, si vous regardez les niveaux de pauvreté, si vous regardez la situation des femmes, le monde d'aujourd'hui est meilleur que celui d'hier et moins bien que celui de demain, du point de vue des grandes composantes de ce qui fait une vie accomplie et une vie réussie. Donc la science va continuer à apporter à ce monde des solutions qui n'étaient pas là. La montée des niveaux d'éducation va faire en sorte que les gens vont se servir de leur cervelle plus que de leur bras, ce qui est une forme de désaliénation de l'humanité par rapport à des sorts beaucoup plus classiques. Donc sur le long terme, je pense que l'humanité peut continuer à s'améliorer. On sait simplement qu'on a, et on ne le savait pas il y a 100 ans, ni même vraiment il y a 50 ans, on a sur le chemin de cette amélioration un obstacle qui n'était pas là avant et qui est la question de l'environnement, de la biodiversité. Pour que ce que je dis reste vrai, en quelque sorte, il faut que nous surmontions cette incapacité que nous avons pour l'instant à éviter que le sort de cette planète ne se dégrade au point que ce soit un danger pour l'humanité. Le danger numéro un pour l'humanité, à supposer que la paix, ça consiste à ne pas être en danger, aujourd'hui, c'est quand même l'environnement, et là, on n'est pas au bout du compte.